Voilà, bonsoir et bienvenue à votre web radio, le réveil panafricain. De prime abord, je voudrais vraiment vous présenter nos excuses pour ces difficultés techniques que nous avons eues. Cela nous a obligés de repousser l'émission à 20 heures. Donc, toutes nos excuses et merci pour la patience. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour cette émission spéciale, nous allons avoir un illustre invité que beaucoup de nos auditeurs attendent il y a très, très longtemps. Et aujourd'hui, le Réveil panafricain a eu la grâce et le privilège de l'avoir sur nos plateaux. Donc, nous allons l'introduire et nous allons commencer. Mais de prime abord, je voudrais toujours réitérer que Réveil panafricain ne reconnaît pas la légalité ni la légitimité de Mahamat Kaka. Mahamat Kaka n'est pas le président des Tchadiens, un président qui a été forcé aux Tchadiens. Et à chaque fois, nous devons réitérer cela. Quelqu'un vient te braquer, il prend ta moto, il utilise ta moto, mais la personne reste voleuse. C'est un peu ça le problème du Tchad. C'est pas parce que Mahamat Kaka exerce le pouvoir que les gens commencent à l'appeler président de transition. Il n'est pas le président des Tchadiens. Il faudrait que nous, Tchadiens, que nous grandissions et que nous réclamions également nos droits. Il ne faut pas trop se laisser faire. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire notre invité et nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président, Masra Succès. Bonjour, cher Alain, bonjour aux auditeurs et vraiment permettez-moi, je vous suis de temps en temps avec beaucoup d'intérêt. Et si ma mémoire est bonne, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Tout à fait, oui. Donc j'en profite pour avoir l'honneur de vous souhaiter joyeux anniversaire à votre média. Merci. Que des Tchadiens lancent des médias, c'est toujours un privilège d'y passer. Je crois que j'en ai fait un peu pratiquement un devoir de passer un peu partout, chaque fois que c'est possible dans les radios au niveau du pays, mais les web radios, c'est aussi l'avenir. Donc, je voulais profiter pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci infiniment, Président Succès. Ça nous va tout droit au cœur et nous voulons aussi remercier tous nos auditeurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce chemin-là. Nous sommes ce que nous sommes à cause de nos auditeurs pour leur support à chaque fois qu'ils partagent nos émissions, qui participent à nos émissions, qui nous envoient des informations. Ce sont des supports et nous devons vraiment continuer cela. Nous ne prenons pas pour acquis le support de nos auditeurs. Nous voulons mériter cela et pour ça, nous travaillons durement. Hier, nous avons travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir lancer un nouveau système. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais ce n'est que partie remise, on reviendra. Donc, encore une fois, merci. C'est effectivement notre anniversaire. Je dois vous dire, Succès, sincèrement, vous êtes un homme que j'admire énormément. Le courage. Vous êtes quelqu'un qui... Vous avez une vision claire et nette. Vous savez où est-ce que vous êtes en train de partir et il n'y a rien qui vous perturbe le long du chemin. Et ça, c'est une valeur qu'on trouve très rarement chez les hommes politiques, surtout quand nous regardons d'où est-ce que vous êtes venu, c'est que vous avez abandonné, n'est-ce pas, pour vous lancer dans ce combat. Ça mérite quand même le respect de beaucoup de nous et pour cela, je vous tire chapeau. Vous n'êtes pas comme certains intellectuels que j'appelle des prostituées intellectuelles parce que vous tenez à ce que j'appelle la radicalité éthique. Et votre radicalité éthique vous empêche de justifier l'injustifiable, de défendre l'indéfendable et d'accompagner des choses qu'on ne peut pas accompagner. C'est ça, être intellectuel. Donc, pour ça, je vous tire chapeau et je vous exhorte à continuer. Voilà, très rapidement, nous allons évoluer. Nous voulons un peu connaître la personne de Masra Succès. Racontez-nous un peu à nos auditeurs comment a été votre enfance et qu'est-ce qui vous a marqué de plus durant votre enfance, Président Succès. Ben écoutez, déjà, merci pour ces mots aimables. Je suis un homme qui a été bâti aussi grâce aux autres. Je suis le résultat de la société. Et puis, finalement, cette société, quelque part, peut-être aussi m'a un peu inculqué un certain nombre de choses que j'essaie tout au long de ma vie de défendre et aussi de transmettre
mes enfants, et en l'occurrence, j'en ai un seul pour l'instant, c'est ma fille, Mm. pour lui laisser ce que je considère comme des valeurs essentielles. Je crois que vous faites référence à l'éthique en matière politique. Vous faites référence à, j'entends dans votre mot une sorte un peu d'apprentissage du détachement. Mm. Détachement avec le superflu et d'accrochage avec l'essentiel. Mm. Je crois que ceci a un peu guidé mes pas dans un certain nombre de choses que j'ai dû accomplir avant de m'engager. Et l'engagement en politique, pour moi, n'est que le prolongement d'un certain nombre de choses que j'ai essayé déjà de faire avant de m'engager Mm. vraiment de façon fondamentale pour la suite, pour le pays. Je viens d'un milieu très, très modeste. J'ai grandi au village jusqu'à l'âge de 10 ans. J'étais Mm. derrière les bœufs, je faisais l'agriculture. Je crois que les Tchadiens connaissent un peu déjà de cela, mais les autres peut-être panafricains qui nous suivent sur votre média Ouais. euh, pourront apprendre de cela que moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais au village, dans un Mm. village sans électricité, sans eau, sans conditions de santé, etc. Ben, ça, c'est le lot, je dirais, de 99% des Tchadiens. Mais ma situation était encore tellement grave que même pour m'inscrire à l'école, où la scolarité coûtait moins d'1 dollar, moins de 500 francs CFA, eh Mhm. bien, c'était difficile. Ça coûtait 200 francs en réalité à l'époque. Donc, c'était quand même difficile de réunir cela. Donc, j'ai dû me battre très tôt Mm. en allant récolter les restes des milles que les Mhm. gens avaient cultivés, qu'ils avaient récoltés. Et puis ensuite, je suis allé récolter les restes de ces milles-là. J'avais environ 7 ans. J'avais 6 ans et quelques en réalité. Mm. Mais il fallait faire ça. Et puis ma grand-mère, qui m'a d'ailleurs élevé, a dû vendre ça au marché hebdomadaire. Et puis ça a permis que je puisse m'inscrire à l'école. Et je suis allé à l'école, voilà, les pieds nus, avec un petit short noir que je lavais la nuit pour sécher avant de porter le lendemain. Mm. Voilà un peu comment j'ai commencé l'école au village. Mais bon, aujourd'hui, tout ça n'est plus sur mon front parce Mm. que grâce au travail et grâce aux gens qui ont cru au mérite, j'ai pu, grâce aux enseignants au village, performer, j'allais dire, sur le plan académique. Tout cela m'a permis plus tard de rentrer dans une école d'excellence des jésuites Mm. au collège Charles Lwanga de Sarre, Tout ça. notamment, voilà, où j'ai été au collège Saint-Charles Lwanga jusqu'en classe de terminale, où j'ai fini par avoir mon bac là-bas, avant de faire des concours et d'aller vers d'autres cieux. L'essentiel, je dirais 99% de mes études, je les ai conduites grâce à des bourses d'excellence et grâce à des aides des Africains, des Mm. non-Africains, des chrétiens, des musulmans, des non-croyants. Mon grand-père était un non-croyant et Mm. juge cantonal, mais plus tard, j'étais chez les jésuites et puis après, j'ai eu des amis. Certains sont des juifs, d'autres sont des arabes, d'autres sont des blancs, d'autres sont des africains. Et Mm. donc, j'ai été quelque part un peu bâti par l'humain et l'humanité. Et donc, cela a un peu, quelque part, un peu drivé, je dirais, mon engagement, qui est un engagement au service de l'humain, d'abord et avant tout. Le leadership serviteur que je prône, c'est un peu le résultat, je dirais, de tout cela. Et c'est pour ça que mon engagement aujourd'hui, au niveau du pays, les questions de justice, d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui me tient dans mes tripes. Ce n'est pas une formule, c'est une vie. Parce que si le petit garçon que je suis, qui a quitté le village dans des conditions terribles, où socialement je pouvais être considéré comme un moins que rien, les gens Mhm. ont pu lui faire confiance parce qu'il pouvait travailler. Et ça m'a permis de devenir à 26 ans le plusieurs fonctionnaires international qui rentraient au niveau de la Banque africaine de développement, de faire les meilleures écoles qui soient à travers le monde. Je ne veux pas que mon histoire soit une histoire unique, que ce soit l'histoire de tous les enfants. Si quelqu'un comme Masra peut réussir, personne ne peut ne réussir dans sa vie. Et si quelqu'un comme lui peut accéder à des niveaux de responsabilité et de respectabilité, il n'est pas acceptable que qui que ce soit, je dirais, dans mon pays, dans le continent africain, soit considéré comme un sous-homme, soit considéré comme un moins que rien. Parce que finalement, je crois que doublé de la foi, j'ai fini par admettre et intégrer en moi le fait que je suis créé à l'image de Dieu, plus Mhm. grand. Et donc, personne ne doit me réduire à une condition inférieure. Et c'est ça la vision, quelque part aussi, que j'essaie de porter. Enfin, je dois dire que
le fait d'avoir vécu dans la précarité, j'ai eu faim dans ma vie. Mm. J'ai souffert dans ma vie. Mhm. J'ai marché les pieds nus, j'ai manqué de médicaments, j'ai manqué de quoi manger. Tout à fait. Et donc, quand je parle de misère, de pauvreté, de galère, je sais de quoi je parle. Et ceci m'amène donc, je crois, quelque part aussi à un minimum de détachement. Rendu là où je suis, venant d'où je viens, Dieu m'a déjà tout donné. Et donc, il n'y a rien qu'un être humain peut me donner de plus qui peut m'amener à vendre mes valeurs, à renoncer à ce en quoi je crois. Parce qu'il n'y a absolument rien. Je dis absolument rien. Dieu m'a tout donné. Et donc, tout ça me permet d'avoir un minimum de détachement par rapport au matériel, par rapport au statut, par rapport au confort, par rapport à... Et donc, je m'engage en politique pour servir. Et pour moi, c'est comme une manière de rendre à la société, de rendre aussi quelque part, je paie un peu ma dîme d'une certaine manière pour dire merci à ce Dieu qui m'a tout donné. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que la génération qui arrive ne vive pas les mêmes conditions que moi, ou du moins de déblayer le terrain pour qu'ils partent du mieux. Et pour partir du mieux, la première des choses, c'est d'abord qu'ils soient considérés dans leur dignité. Et c'est ça, c'est pour ça que la bataille pour la justice, pour l'égalité, et donc, en conséquence, pour la dignité de l'être humain, c'est la chose qui me tient le plus à cœur parce que je suis passé par du pire et ça ne m'a pas empêché d'arriver là où je suis arrivé et je souhaite que les autres ne vivent pas la même situation et qu'ils puissent donc aller mieux. Voilà un peu ce qui me guide en tout cas dans ma petite vie. Excellent, c'est fascinant comme histoire. Vous êtes vraiment un homme de terrain. Vous n'avez pas été parachuté là où vous êtes. Vous avez fait le parcours d'un fils. L'homme de terrain, comme je l'ai dit, ça me rappelle un peu nos parents aussi, hein, parce que c'est des gens qui se sont battus pour arriver là où ils étaient. Et ils sont partis sans avoir toutes les richesses que nous voyons aujourd'hui, nos leaders d'aujourd'hui détenir. Mon oncle paternel qui m'a élevé, le premier général du Tchad, est passé de caporal, soldat première classe, troisième classe, jusqu'à arriver au titre de premier général du Tchad. Ça, ce sont des gens qui ont mérité ce qu'ils avaient, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bref, on va évoluer. Mais de qui ou bien d'où est-ce que vous tirez votre inspiration, Docteur Succès? Écoutez, je suis un peu comme tout le monde, un être normal. Donc, je suis nourri au gré de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai observé. J'ai aussi appris des erreurs des uns et des autres ou des réussites des uns et des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, a posteriori, je crois que mon premier leader, c'est ma mère, dont je tire un certain nombre de choses, le service des autres. Auprès d'elle, j'ai appris à servir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, je crois, fondamentalement transformé. J'ai connu mon père quand j'avais eu 10 ans. Et pendant les 10 premières années, l'amour maternel, j'étais élevé par les grands-mères, mais entouré par ma mère. J'avais beaucoup de femmes autour de moi, les tantes, grand-mères, etc. Mais ma mère était un peu au cœur de tout cela. Donc, je crois qu'auprès d'elle, j'ai appris ce qui me guide aujourd'hui le mieux, le plaisir de servir, même quand on n'a pas beaucoup. Tout à fait. Quand on faut donner le sourire à quelqu'un. Et quand à un moment donné, avant de s'engager en politique, nous avons créé une organisation pour perpétuer l'héritage de Nelson Mandela, pour parler du droit de rêver, que chaque être humain, chaque enfant de la République a le droit de rêver, de rêver grand, à travers la plateforme qu'on avait appelée et qui continue à travailler avec d'autres jeunes maintenant qui en prennent le leadership de manière extraordinaire, les générations ABCD. C'était pour dire tout le monde a le droit de rêver. Donc je crois que elle est ma première source d'inspiration. Après, il y a mon père qui, malgré les moyens limités, lorsqu'il était revenu de ses études, la chose qu'il considérait au-dessus de tout, c'était l'éducation. L'éducation, il pouvait se tuer avec les maigres ressources. Ils se sont débrouillés au moment où je devais aller étudier au Cameroun avant de continuer en France et ailleurs. Ben, j'avais en tout et pour tout 50 000 francs CFA réunis. Pour un fonctionnaire tchadien, pouvoir réunir 50 000 francs CFA pour me permettre de prendre le transport par la route, faire avec les tracasseries, tous les étudiants tchadiens, ils sont plus de 70 000 qui étudient au Cameroun, doivent savoir de quoi je suis en train de parler, faire les tracasseries jusqu'à arriver à Yaoundé
et commencer les études là-bas. Mais il était capable de se saigner, si vous me permettez l'expression, pour mon éducation. Donc je crois que le service des autres et le rapport à l'excellence, d'abord académique, mais clairement le rapport au travail bien fait. Je crois que c'est auprès de mon père que j'ai un peu appris cela, qui lui-même, je crois, avait appris un peu de son père, donc mon grand-père, qui aimait la propreté, qui aimait le travail bien fait et donc qui aimait l'excellence. Je crois que tout ça m'a un peu aidé dans la manière dont j'ai travaillé, notamment à l'école ou plus tard en tant que fonctionnaire international, dans un certain nombre de choses que j'ai voulu accomplir. J'ai privilégié cela. Donc, je crois que je tiens d'abord d'eux. Et puis ensuite, maintenant, je me nourris aussi d'un certain nombre de leaders panafricains, au rang desquels Nelson Mandela, évidemment, pour sa capacité à se battre pour la dignité de la personne humaine. Il n'a jamais accepté l'idée que dans un pays, certains citoyens soient considérés comme des citoyens de seconde zone. L'apartheid, pour lui, il fallait l'abattre au prix de sa vie si c'était nécessaire. Tout à fait. Et il y est parvenu. Il n'y est pas parvenu pour sa propre gloire. Il a été président. 4 ans plus tard, il est parti. Alors qu'il aurait pu dire que l'histoire de l'Afrique du Sud se confond à l'histoire de Nelson Mandela. Et pourtant, il ne s'est pas imaginé indispensable. Quand on voit des petits rois télé dans un certain nombre de nos pays qui n'arrivent même pas à sa cheville et qui s'imaginent des gens indispensables à vie, qui ont pensé que sans eux, il n'y aurait ni oxygène ni respiration. Il y a là, à travers lui, une sorte de leçon universelle à apprendre. Et ce Nelson Mandela était considéré partout dans les chancelleries, etc., comme un terroriste. On lui disait qu'il était en train de se battre pour sa communauté noire, alors qu'il se battait pour la dignité de la personne humaine. Donc, de lui, je crois que l'exemple d'endurance, mais aussi de discipline dans l'engagement, mais aussi de capacité à renoncer. Combien de gens lui disaient qu'il n'avait pas la bonne stratégie, qu'il fallait qu'il négocie avec l'apartheid, qu'il fallait qu'il s'adapte à l'apartheid. Il pouvait tout obtenir en réalité. Il pouvait tout obtenir. Et pourtant, il a été capable de tenir fermement en ce en quoi il croyait. Pas par forcing inutile, mais par détermination pour quelque chose qui devait permettre de restaurer la dignité de l'homme noir en Afrique. Donc, de Nelson Mandela aussi, je crois qu'il y a un certain nombre de choses que j'essaye de tirer comme leçon de la vie. Oui, autre temps, autre stratégie, mais quand même des choses que nous pouvons apprendre de lui, parce que je le considère comme le plus grand Africain du XXe siècle. Et puis, évidemment, qui peut se passer de Thomas Sankara, celui qui était en avance sur son temps, sur son âge, sur son monde. Voilà, qui était un panafricaniste que j'admire. J'étais reçu d'ailleurs dans la famille de Thomas Sankara récemment, après l'Afrique du Sud, où je suis allé aussi rencontrer les petits-fils et la famille de Nelson Mandela et les familles dans lesquelles il évoluait. C'était des moments, des vraies sources de renouvellement, d'inspiration, que je dois dire. Et puis évidemment, ici, dans le pays où je suis temporairement, Martin Luther King, qui lui aussi se battait avec beaucoup de foi pour ce en quoi il croyait, c'est-à-dire la dignité de l'être humain simplement. Donc ce sont là je dirais, quelques sources réelles d'inspiration, mais au-dessus de tout, et si vous me permettez, comme c'est un échange relax entre nous. Relax entre nous, à cœur ouvert, voilà, oui. À cœur ouvert, je peux parler de tout. Ceux-là, je les considère comme mes sources d'inspiration, mais mon modèle de leader, je dirais, c'est Jésus. Parce que voilà, quelqu'un qui n'a jamais versé le sang de qui que ce soit, quelqu'un qui a prôné l'amour du prochain simplement. L'amour du prochain en toutes circonstances, en tout temps. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, je tire aussi un peu, moi qui suis, je crois en un Dieu qui existe, qui est plus grand que chacun de nous. Tout à fait. Et au nom de cela, voilà, c'est ma source d'inspiration principale, ou j'allais dire mon modèle, c'est Jésus, mais mes sources d'inspiration, c'est un certain nombre de ceux que j'ai cités là, et puis évidemment des enseignants, etc. Et puis aujourd'hui, je crois que tous les gens que je rencontre, tous ces gens qui s'engagent à mes côtés, j'apprends d'eux chaque jour. Voilà, des plus grands dans la hiérarchie sociale aux plus modestes dans la hiérarchie sociale, on apprend des uns et des autres. Et donc, tout cela,
tout cela contribue un peu à faire de moi chaque jour un homme meilleur, j'espère. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Excellent, excellent, excellent. Je rappelle à nos auditeurs ici que Réveil panafricain est sérieusement combattu. Ça fait depuis plus de 3 mois que notre visibilité est réduite à 95%. Donc, les 5% qui suivent, et aujourd'hui, on a du monde parce qu'on a un invité. Partagez, partagez, partagez massivement, envoyez des cœurs parce que le mercredi passé, en plein live, Facebook nous a disconnectés. On était resté qu'avec les auditeurs de YouTube. Donc, enregistrez-vous sur notre page YouTube, partagez, partagez, envoyez des cœurs parce que nous devons protéger cette émission.